Vous allez nous parler de l'homme chauve-souris, qui se dit donc en anglais Batman. Oui, alors les chauves-souris, alors c'est un lieu commun, tout le monde sait maintenant que les chauves-souris, qui d'ailleurs ont de bons yeux, elles voient bien, mais la nuit, dans l'obscurité, circulent avec un système de sonar, de radar sonore. C'est-à-dire qu'on sait qu'elles elles poussent des hurlements suraigus, et elles envoient des ultrasons. Ces ultrasons sont renvoyés par les objets qui les entourent. Elles reçoivent ces ultrasons dans leurs grandes oreilles, et puis ça leur permet à la fois de se localiser dans l'espace, et puis de repérer des petites choses comme des insectes et de les attraper. Alors, c'est un phénomène qu'on a un peu compris au XXe siècle, en fait, mais dont l'existence est plus ou moins connue depuis plus longtemps. Et il y a l'illustre abbé Lazzaro Spallanzani qui, à la fin du XVIIIe siècle, a pris des pauvres chauves-souris, les a rendus aveugles et a constaté qu'en les mettant dans une pièce fermée, elles s'en sortaient à peu près aussi bien que des chauves-souris voyantes. Il s'est donc dit, ça marche par autre chose que la vision. Alors, il y a les chauves-souris, mais il y a aussi les cétacés qui utilisent oui, il y a certains cétacés, il y a des dauphins qui utilisent ça notamment. Et puis, dans une certaine mesure, les êtres humains peuvent le faire aussi. C'est aussi quelque chose, si on reste au XVIIIe siècle, que probablement Diderot avait remarqué. En tout cas, il a fait une lettre sur les aveugles à l'usage des voyants. Il parle d'un aveugle de ses connaissances qui, notamment, c'est l'exemple que donne Diderot, était capable de dire s'il était dans une rue ouverte ou dans un cul-de-sac, sans entendre rien, sans voir rien, etc. Il pensait que c'était plutôt la pression de l'air sur son visage qui faisait ça. Et ce n'est que vers les années 1940 que des recherches modernes ont permis d'une part de confirmer qu'effectivement, indépendamment, sans vue et sans entendre le bruit des objets qui vous entourent, eh bien, il est possible, en émettant des petits bruits, en faisant de l'écolocalisation, un peu comme les chauves-souris, d'avoir des informations sur l'environnement. Alors on va parler effectivement, puisque les humains n'émettent pas d'ultrasons comme une chauve-souris, mais se repèrent dans l'espace grâce à ces bruits de langue. On va avoir un reportage sur cette technique impressionnante qui peut faciliter la vie des non-voyants. Explication Céline Morel, Héloïse Mallet, Sandrine Romet-Lemone. Jean-Pierre a perdu l'usage de ses yeux à l'âge de 16 ans. Pour se repérer dans l'espace, il utilise les bruits et les sons de son environnement. Mais aujourd'hui, Boris, qui lui est voyant, va lui enseigner une nouvelle méthode, l'écolocalisation active. Première étape, apprendre à émettre le clic de langue. La langue est recourbée vers l'arrière, elle touche le palais et c'est la mâchoire inférieure et ses muscles puissants qui tirent toute la langue vers le bas. Exactement, mais tu l'as. Le premier était bon. Mais tu le tiens, tu l'as. Je ressemble un peu à un lézard. Maintenant, c'est une affaire de pratique pour que ça devienne agréable. La maîtrise du clic de langue n'est pas immédiate. Elle peut demander plusieurs semaines d'entraînement. Alors, le principe de l'exercice, c'est de t'entraîner à percevoir des obstacles très proches. Là, je le sens devant moi. Ouais, effectivement, tu peux vérifier. Oui, c'est mieux de vérifier, effectivement. Voilà. Je la sentais un peu plus proche, tu vois. Oui, donc c'est pour ça que c'est bien de toucher. Oui. Et non, là, elle est plus devant. Effectivement, tu peux vérifier. Il n'y a rien devant. Lorsque la planche est devant lui, le clic de langue émis par Jean-Pierre rebondit et son écho revient très rapidement. En revanche, lorsque la planche n'est plus là, le clic de langue rebondit contre le mur situé plusieurs mètres plus loin. L'écho met plus de temps à revenir. Les clics de langue permettent donc de localiser des obstacles sans aucun appareillage. L'entraînement se corse, même exercice sur les côtés. Oh, t'es parti ? Ouais. Ça y est, c'est à droite. Bravo. Ouais. Tu peux vérifier ? Oui, oui, c'est très important de vérifier, c'est pas de faire... C'est très important parce que c'est pas seulement vérifier, c'est vraiment faire correspondre, mettre toutes les sensations en correspondance pour étalonner cette nouvelle perception. J'ai su parce que en fait, le son m'est revenu très rapidement, alors qu'autrement, il serait allé se cogner là-bas sur le mur beaucoup plus loin. Et voilà, donc ça fermait l'espace. Ça peut vraiment être un nouveau langage pour les aveugles, quoi. Un nouveau langage qui va leur permettre ce ne serait même pas un langage en l'occurrence, un nouveau sonar qui va leur permettre de voir avec les oreilles, on va dire, pour faire simple. Boris, qui a découvert l'écolocalisation il y a 2 ans par curiosité, parvient aujourd'hui à se repérer dans une pièce grâce à une véritable enquête acoustique. Donc là, je sais que je suis face au mur.
et là que je suis au-dessus de la margelle. Alors je vérifie, voilà. Et là à droite il y a un mur, je sais pas, 1,50 m. À gauche c'est ouvert aussi, un mur un peu plus loin, genre 2,50 m, 3 mètres. La formation se poursuit à l'extérieur. La difficulté s'accentue car les bruits de la ville perturbent l'écoute. Alors, est-ce que tu saurais dire où sont les balcons et où est le mur sans balcon? Ah, là j'ai entendu. J'ai entendu, le son a été, comment dire ça le son a été plus long, comme si ça tardait plus à visiter les coins, ou je ne sais pas comment expliquer ça, mais je l'ai entendu. Si Jean-Pierre n'est qu'au début de son apprentissage, les plus aguerris peuvent aussi, grâce au timbre de l'écho, distinguer un mur en béton d'une grille ou encore un arbre d'un poteau métallique sans même les toucher. Mais cette méthode ne remplace pas la canne blanche. Tiens, il y a quelqu'un. Ah, ben, tu vois, quand je te disais, la canne blanche, la canne blanche est vraiment indispensable. Et de toute façon, ça ne serait pas possible avec l'écolocalisation. Ou alors, il faudrait se mettre dans cette position-là éventuellement. Mais je veux dire, quand on marche dans la rue, on ne se met pas dans cette position-là pour explorer absolument tous les obstacles. Malgré ses limites, l'écolocalisation a permis à certains aveugles comme Daniel Kish, précurseur de la pratique aux États-Unis, de refaire du vélo. Pour Jean-Pierre, c'est une nouvelle vision du monde qu'il s'apprête à découvrir. Alors, voilà une illustration très concrète de ce qu'un humain peut tirer de l'écolocalisation. On va essayer avec vous de comprendre plus précisément comment ça fonctionne. Parce que si moi, là, je fais un craquement de langue, que je ne saurais pas faire aussi bien que ce monsieur, mais j'entends le bruit dans ma bouche, moi, ça ne me dit rien de ce qui se passe autour de moi. Oui, alors d'abord, on peut faire des bruits qui ne sont pas que avec la bouche. On peut utiliser des claquements de doigts, le frottement des pieds contre le sol, des murmures, etc. Donc le bruit d'une canne d'aveugle, etc. En tout cas, une fois que le bruit est parti, comme ça a été montré, le bruit s'éloigne de nous et puis rebondit plus ou moins modifié sur les objets qui nous entourent. Et à ce moment-là, ce bruit qui revient est très riche en fait d'informations potentielles. Une première chose qui sert, c'est ce qu'on a vu un petit peu, c'est des informations sur l'intensité du bruit. C'est-à-dire que le bruit qui va revenir va être moins fort que le bruit qui est parti. De combien est-ce qu'il va être moins fort ? Et inversement, si le bruit revient très vite, il va se mélanger avec le bruit en train de partir et on va avoir un bruit qui est plus intense que s'il n'y avait pas eu d'écho. Et puis il y a aussi le timbre qui est informatif, c'est-à-dire qu'un bruit qui part et puis qui rebondit sur une surface en bois ou en métal ou en tissu, etc., eh bien son timbre va être modifié. Ça aussi, c'est utile. Et puis il y a le temps également qui est important, le décalage temporel, c'est-à-dire que le bruit qui est parti et qui revient peut mettre plus ou moins de temps pour revenir. Et ça aussi, c'est une information sur la distance. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on a vu là aussi, c'est l'orientation de l'objet. Est-ce que c'est plus à droite, plus à gauche ? Eh bien ça, c'est le décalage temporel, notamment entre les deux oreilles. Parce que s'il y a un écho qui vient de ma droite, eh bien cet écho va d'abord arriver à mon oreille droite, puis ensuite à mon oreille gauche qui est un petit peu plus loin. Et donc ça aussi, c'est un indice. Donc il y a plein d'indices potentiels qui sont exploitables dans le bruit d'écho qui revient. Condition d'être très formé. Voilà, justement, avec tous ces indices qui sont quand même très subtils, on arrive à percevoir quoi de l'environnement ? Alors, ce qu'on a vu là dans le film, on a vu que ça permettait d'avoir des informations sur la position, notamment la distance des objets. Et sur ce que je vous disais, sur l'orientation, est-ce qu'il est plus à droite, plus à gauche, etc., il y a des recherches qui ont été faites, notamment une dans laquelle on a présenté à des gens très experts dans la localisation, comme ça, dans l'écolocalisation, on les a mis devant deux disques. Alors, vous voyez, un disque qui est un peu plus à gauche et l'autre qui est un peu plus à droite. Et en utilisant uniquement l'écolocalisation, comme ça, on leur a demandé d'essayer de dire s'il y avait un disque s'ils étaient bien alignés, s'il y en avait un qui est plus à droite, plus à gauche, etc. Et ce qu'on montre, c'est que chez des gens bien entraînés, eh bien, ils peuvent discerner des décalages très faibles de l'ordre de 1 à 2 degrés, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est très peu, à condition, là encore, d'être particulièrement bien entraîné. Vous pouvez nous le refaire, vous le faites super bien, vous. Ah oui. Et, ouais. Est-ce que ça donne aussi des informations à votre claquement de langue sur les objets en eux-mêmes, leur matière, par exemple ? Alors, la taille des objets, qui donne un écho différent, évidemment ça joue un rôle, et puis la forme éventuellement des objets, c'est-à-dire qu'un objet plat et un objet concave, un objet creux vont pas envoyer le même genre d'écho, et puis effectivement la matière fait une différence, comme ça a été signalé aussi, c'est-à-dire que selon que c'est renvoyé par un objet en métal, par exemple, il va y avoir plus d'aigus qui vont revenir, un objet en bois, il y aura probablement plus de sons graves qui vont revenir, donc ça aussi c'est des indices utilisables. Ouais. On n'est pas loin d'avoir un équivalent de la vision avec ça ?
Alors, dans une certaine mesure, alors c'est une vision, une forme élémentaire, réduite de vision, mais effectivement, et d'ailleurs, il y a un travail intéressant qui vient de paraître, je crois, la semaine dernière, dans lequel ils ont montré que cette écolocalisation jouait vraiment le rôle équivalent de la vision. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis d'une illusion perceptive très classique, qui est connue depuis la fin du 19e siècle, qui s'appelle l'illusion de Charpentier. C'est monsieur Charpentier qui avait écrit un article là-dessus, je crois, en 1891. C'est très simple, en fait. Si je vous donne un objet petit et un objet grand, qui ont en fait exactement le même poids, et que je vous demande de les sous-peser, eh bien, vous aurez l'impression très forte que l'objet plus petit est plus lourd que l'objet plus gros. L'objet plus petit, alors qu'ils ont en fait le même poids, le plus petit a l'air plus lourd que le plus gros. L'explication n'est pas 100% claire, mais l'idée, c'est que quand vous soulevez vous avez l'impression, d'une manière générale, qu'un objet plus lourd un objet plus grand pèse plus lourd qu'un objet petit. Donc quand vous vous apercevez qu'il n'y a pas vraiment de différence, eh bien vous dites, tiens, c'est curieux, il y a une espèce de surprise cérébrale, cet objet qui devrait être lourd ne l'est pas, il est léger. Et l'objet, il devrait être léger, il n'est pas léger, il est lourd. Voilà. Donc c'est ça le phénomène de base. Alors ça, quel rapport avec l'écolocalisation ? Alors c'est qu'ils ont fait cette expérience, cette illusion, avec des sujets aveugles, capables d'écolocalisation, et évidemment ils ont remplacé la vue de la taille des objets par le toucher, pas par le toucher, excusez-moi, par l'écolocalisation de la taille des objets. Ils ont mis les sujets devant un cube et dire, voilà, vous voyez le cube, et ensuite ils ont fait soulever les cubes, et l'illusion marche bien, c'est-à-dire que les sujets aveugles perçoivent comme plus lourds les cubes plus petits et comme plus légers les cubes plus gros, alors qu'ils ne les ont pas vus avec leurs yeux, mais qu'ils ont d'une certaine manière vus avec leurs oreilles. Alors évidemment, on arrive à votre spécialité. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et où c'est dans le cerveau ? Alors là aussi, on ne sait pas, il n'y a pas énormément de données là-dessus, mais enfin, il y a une étude, par exemple, qui a été faite chez des sujets écolocalisateurs, et cette expérience à laquelle je pense, là, a été faite de la manière suivante. On a pris, là, c'est sur un sujet, on l'a mis comme ça, on lui a présenté un arbre, un poteau, une voiture, etc., et on lui a demandé d'envoyer ses échos, et on a enregistré ce que lui entend, c'est-à-dire le mélange du son envoyé et du son réfléchi. On a stocké ces sons. Puis on a mis le sujet dans une machine d'IRM. Et pendant qu'il était dans la machine d'IRM, on lui a fait entendre ces sons qu'on avait enregistrés. Autrement dit, on ne peut pas faire dans une machine d'IRM, quand on est couché, vraiment de l'écolocalisation. Mais on a fait comme si c'était de l'écolocalisation, en lui faisant entendre les bruits produits dans la réalité. Bon. Et ce qu'on a aperçu là sur l'image, voilà. Ce qui est en bas sur l'image, on voit un hémisphère cérébral. On voit sur l'arrière de l'hémisphère cérébral les taches rouges qui sont des régions qui, normalement, chez vous et moi, servent à la vision, à se faire des images du monde, et qui, chez ce sujet, pendant qu'il faisait de l'écolocalisation, s'activaient. Un petit peu comme si c'était de la vue. D'accord. Donc, il semble qu'une des choses qu'on peut dire, c'est que chez les aveugles qui font de l'écolocalisation, au moins chez certains, eh bien, ils utilisent les régions qui, normalement, servent à voir avec les yeux. C'est accessible à tous les aveugles, l'écolocalisation ? Alors, accessible peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est les seuls chiffres que j'ai trouvés, c'est qu'il y a à peu près 25%, c'est l'ordre de grandeur, c'est pas très clair, mais qu'il y a à peu près 25% des aveugles qui utiliseraient effectivement, souvent spontanément, l'écolocalisation. Et ça suggère que c'est utile, puisqu'ils s'en servent assez souvent. Alors il y a une deuxième chose, il y a des gens qui développent particulièrement cette expertise d'écolocalisation, et normalement, notamment on a vu à la fin du film un certain Daniel Kish qui en a fait vraiment un art, qui fait du vélo et qui a développé une association, un enseignement pour essayer de promouvoir cette technique chez les aveugles, pour les aider à être plus autonomes. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas la vue, on récupère pas la vue, mais que en plus des autres techniques disponibles, c'est un plus qui permet d'avoir une meilleure appréhension du monde. Merci beaucoup. On retourne à Brooklyn pour le In Vivo.